Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Salut à tous les passionnés du waterpolo, j'espère que vous avez les poumons bien accrochés parce qu'aujourd'hui on plonge dans un épisode au programme absolument colossal. Saison 2, épisode 38 et on ne va pas faire semblant, on balaye tout. De l'élite féminine avec les cartons de Tavernier et de Lille en passant par la Nationale 1 jusqu'au sommet de la pyramide européenne. On va débriefer cette qualification du Cercle des nageurs de Marseille qui est allé climatiser l'Espagne pour s'offrir une demi-finale d'Eurocup. Est-ce que Marseille a les armes pour terrasser les Serbes de Radniki ? C'est du 50-50 et on vous dit pourquoi. On fait aussi le point sur la Champions League où les cadors comme Pro Rico et le Ferencváros remettent les pendules à l'heure. Bref, de la tactique, des scores fleuves, de la tension européenne et bien sûr, les yeux d'experts pour analyser tout ça. Vous êtes prêts ? On lance le chrono. C'est parti pour la pointe. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti. Nous revoilà pour un nouvel épisode avec un programme extrêmement chargé aujourd'hui puisqu'on va parler de l'élite féminin, de l'élite masculin, de la Nationale 1 et la Coupe d'Europe avec la Champions League et l'Europa Cup. Gros programme en perspective de cet épisode et pour commencer donc élite féminin avec la journée 10 qui s'est déroulée le 21 mars, on n'en a pas parlé dans l'épisode précédent qu'on a consacré exclusivement à la Coupe d'Europe. Et on avait donc un premier match qui était Choisy-le-Roi contre Taverny. Et Taverny, les promus, qui s'impose plus que facilement à Choisy-le-Roi, 18-5. Et deuxième match, sur la même journée, gros score également, donc en faveur des Lilloises qui se déplaçaient dans le sud, à Toulon, victoire facile 19-9. Et le troisième match qui était prévu sur cette journée Nice était déjà passé le 1er novembre avec une victoire de Bordeaux contre Nancy, 14-12. Et Nice était exempt sur cette journée. Toujours chez les filles, on avait donc un match en retard de la 6e journée, un match important où Nancy accueillait Nice. Et victoire des Nancéennes 18-13, et ce qui permet de reprendre la 3e place à son adversaire du jour. Oui Christophe, écoute, ça nous donne un classement où Lille survole toujours la division avec 10 matchs pour autant de victoires, donc 30 points. Suivi de Bordeaux qui s'accroche à sa 2e place avec 16 points et un match en moins. Nancy fait effectivement la bonne opération de la journée puisque Nancy repasse devant et Toulon et Nice. Nancy avait décroché un petit peu, on avait expliqué la mésaventure qu'elles avaient eue avec ce retrait de 6 points. Donc elles reprennent la 3e place, mais avec un match en plus sur les Niçoises et les Toulonnaises. Donc 15 points pour Nancy. Nice suit avec 13 points, égalité avec Toulon, mais devant au goal average. 13 points également pour Toulon. Taverny, 6 points et Choisy-le-Roi ferme la marche. Saison difficile pour Choisy. Et donc, voilà où on en est du classement pour le moment. Alors juste, comme on l'a dit plusieurs fois, les championnats, notamment élite des fois et élite, que ce soit masculin ou féminin, sont difficiles à suivre. J'avais oublié un match qui s'est déroulé donc le 28, Lille qui avait reçu Taverny et qui s'était imposé plus que facilement aussi en s'imposant 25-9. On aura, dans le cadre de la prochaine journée, la journée 11 qui se tiendra le 4 avril. Donc, une journée qui a déjà vu Lille s'imposer contre Taverny, donc 25-9. Et puis, on aura Bordeaux qui sera exempt donc, sur cette journée-là. On aura le duel méditerranéen entre Toulon et Nice, match intéressant. Le vainqueur prendra une sérieuse option quand même sur la 4e place. Et puis on aura un match sans grand suspense entre Nancy et Choisy-le-Roi. Donc Nancy qui prendra vraisemblablement à nouveau 3 points sur cette journée-là.
Avant de clôturer les filles, un petit point juste buteuse, on va dire, puisque c'est bien de l'illustrer un petit peu. Donc on va donner les 5 premières. Donc on a toujours Kaina Benlegbir de Nancy qui domine le classement avec 41 buts, suivi avec la Lilloise Cecilia Nardini, l'Italienne, avec 34 buts, suivi par Jade Bougrara de Taverny avec 32 buts. La doyenne, je vais dire comme ça, Marie Barbieux, toujours présente dans le classement de l'Olympique Nice Natation avec 32 buts. Et Lana Di Fraja, formée à Aix-en-Provence, qui joue actuellement à Lille et qui clôture donc ce top 5 avec 28 buts. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les championnats féminins. On bascule du côté de l'élite et premier match en retard. Donc on avait Nice qui accueillait Marseille, match qui comptait pour la 10e journée et un score assez surprenant quand on le prend brut comme ça où Marseille s'impose 16-11. Marseille cumule un petit peu les matchs en retard parce que, par le biais de leur calendrier européen, ils se déplacent souvent dans la semaine. C'était le cas en tout cas en Champions League, donc ils ont des matchs à rattraper et il y avait parmi ces matchs à rattraper le match à Nice. Et écoute, une équipe de Marseillaise grandement remaniée quand même, puisque était resté à Marseille Hugo Krousilla, Thomas Vernou, Michael Bodegas, Petar Tesanovic, Nagy, Andrea Donardi. Donc une assez grande revue d'effectifs. Et puis Marseille a commencé le match, j'allais dire, un peu pied au plancher, puisqu'ils menaient 9-3. Ils ont été très rapidement privés, ça c'est une très mauvaise nouvelle, de Pierre-Frédéric Van Peperstraat sur blessure. La même blessure visiblement que Michael Bodegas. Donc avec très vraisemblablement aussi le même temps d'immobilisation. Donc on craint quand même que la saison ne soit terminée pour PEF, ce qui va manquer parce que PEF est un des rares défenseurs pointe, j'allais dire, de formation de cette équipe, et puis il apporte quand même offensivement. Enfin bref, donc les Marseillais qui voguaient vers un succès assez promis quand même, 9-3, et puis Nice s'en est pas laissé compter et un peu à la surprise générale quand même est revenu jusqu'à 12-11 sur un but en zone plus de Balache. Et donc 12-11, et puis ensuite il y a eu Marseille n'a pas paniqué, il y a un coup d'accélérateur pour finir sur un 4-0, mais donc Marseille se sort de ce, je veux pas dire de ce mauvais pas, mais de ce match un petit peu qui aurait pu devenir un peu pétrin. Mais puis Nice n'a pas à rougir de cette prestation-là, et puis on verra par la suite que c'était une défaite sur laquelle Johan Kakic a pu un petit peu construire pour le match ensuite face à Montpellier. Ouais, Marseille, tu l'as dit, donc qui avait fait, on va dire, qui a peut-être profité pour faire une petite revue d'effectifs et faire souffler une bonne partie de son équipe. Donc il y a pas mal de jeunes qu'on a l'habitude de voir en National 1, donc Gamiche, Colilieu, Chiron, Danowski, De Revier, Ferrand et Tavel qui ont pu participer à ce match et victoire un petit peu étriquée, mais bon, c'est bien de voir des jeunes Marseillais jouer à ce niveau-là, parce qu'on connaît la richesse de cet effectif, donc c'est bien de pouvoir les intégrer. Ouais, le Marseille aussi, qui n'a pas pu compter sur Canovas, qui est blessé aussi également, qui, je crois, s'est fait opérer de l'épaule. Donc, effectivement, il a fallu injecter du sang-neuf. Le match à gagner, on en reparlera, mais la priorité du club, évidemment, était ce quart de finale retour à Sabadell. Donc, il fallait mettre des gens au repos physique et mental avant d'aller en Espagne. Donc, Marseille passe l'obstacle, mais Nice n'aura pas, comme je l'ai dit, à rougir de cette défaite. Ouais, tout à fait. Donc, match, on continue un petit peu chronologiquement. Presque. Donc on avait un match qui comptait pour la 15e journée, un match avancé qui s'est déroulé le 21 mars où le Pays d'Aix accueillait Douai et victoire, j'allais dire nette et sans bavure du Pays d'Aix qui s'impose 19-10. Pas de suspense dans ce match. L'écart de valeur et de talent entre les deux équipes était là. Alors peut-être pas, il n'y a peut-être pas 10 buts d'écart entre ces deux équipes-là, mais effectivement, entre un promu et une équipe qui était, on le rappelle, finaliste quand même l'année dernière, écoute, oui, il y a 9 buts à l'arrivée sans grande surprise. Et donc, Aix fait le plein à la maison et sécurise encore un peu plus sa 3e place. Ouais, Aix qui a pu s'appuyer sur un bon Lucas Béteille ainsi que Dachi Ogiara qui marquent tous les deux 5 buts dans ce match.
Autre match de cette soirée, donc là on revient normalement le 28 mars, donc on va dire que Taverny accueillait le Team Strasbourg. Pas de surprise, hein, Strasbourg, équipe assez en forme ces derniers temps, qui s'impose à l'extérieur 17-8. On sait que c'est difficile d'aller jouer à Taverny, équipe toujours difficile à manœuvrer. Ben là, ils ont plus que bien manœuvré en s'imposant largement. Ouais, très largement, parce il y avait même 15-5 au début de quatrième pour Strasbourg. J'ai parlé de l'écart dans le match d'avant. Il y a un vrai écart, évidemment, entre Strasbourg et Taverny, hein. L'écart de qualité, de quantité. Donc, Olivier Chandieu dispose d'un effectif. On rappelle quand même que Strasbourg ne compte jusqu'à présent qu'une seule défaite en championnat et une défaite d'un but à Marseille. Donc, Strasbourg fait, on le mentionne pas assez souvent peut-être, mais une très très belle saison jusque-là. C'était dans leur tableau de marche, ces 3 points à Taverny. Ils les gagnent sans trembler aucunement et poursuivent leur marche en avant. Oui, au niveau des effectifs, Strasbourg qui a fait tourner un peu son effectif et qui a mis un petit peu des jeunes, donc qu'on voit pas souvent. On avait Gino Fiorez, Ilya Humansif et Temis Schneider, ainsi que Luca Rubashvili, donc qui ont participé à ce match. On n'a pas l'habitude de les voir. Ils ont pu s'appuyer sur leur canonnier de service, Martin Gardasevic, qui en met 5, ainsi que Sasa Misic, qui en met 3. Notamment, et côté tabernacien, eh ben, petite pause, on va dire peut-être pour Laurentos, le meilleur buteur tabernacien, puisqu'il n'en marque qu'un seul dans ce match, donc qui a été bien muselé, et voilà, Strasbourg, on l'a dit, qui s'impose facilement. Troisième match de cette journée, on avait Bordeaux qui accueillait 7 et petite victoire, on va dire quand même, de 7 à Bordeaux. Bordeaux qui a fait de la résistance et 7 qui s'impose 17-14. Ouais, victoire, comme tu l'as dit, étriquée, hein. Bordeaux sortait d'un match cataclysmique à Montpellier où ils avaient pris 24-4. Donc 7 était normalement, puisque 7 c'est une équipe qui est à la lutte avec Montpellier, était logiquement favori de ce match-là. Ça se termine sur un 17-14, comme tu dis, un petit succès, mais succès important quand même. Il y a des déplacements comme ça qui sont pas évidents. Et puis, 7 au moins évite l'écueil bordelais en revenant d'Aquitaine avec 3 points. Mais est-ce que ça satisfera le coach Fournier ou pas? Je sais pas, mais c'est une petite victoire sur un Bordeaux qui était quand même en grande difficulté sur les dernières journées, avec des amplitudes de score défavorables très très grandes. Donc écoute, il y a des fois où il faut juste regarder le résultat, prendre les points. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une victoire probante des Sétois. Oui, avec des buteurs assez concentrés. On a Tom Sauton, hein, qui avait intégré l'équipe de France, la dernier championnat d'Europe, qui en marque 4. Il a bien été accompagné par Vazine, l'ancien Montpellierin, qui en met 3, et Radojevic, qui en met 3 aussi, hein. Bon, il y a Tomic, toujours présent avec 2 buts. Et côté bordelais, je dirais Alex Devonich, l'ancien Rémois, qui était un peu plus à la fête que d'habitude. Il en marque 4, accompagné de Paul Delpech, 3, Nestor Linchenot, 4, puis après quelques autres buteurs. Mais voilà, on voit que la marque est assez concentrée dans ce match. Dernier match de cette soirée et un peu... comment on va dire, un peu tremblement de terre du côté de Nice. Nice qui accueillait Montpellier et qui a fait x2 contre Montpellier en s'imposant 16-8. On a dit plein de fois, Montpellier qui est capable du chaud et du froid, là, c'est carrément la Sibérie pour eux. 8 buts et Nice, on l'a dit juste avant, qui avait fait un match assez solide contre Marseille. Et cette fois-ci, ils ont réussi à s'imposer et on verra au classement l'importance de ce match. Ouais, Nice, écoute, à une fin de saison très intéressante à jouer, puisque donc ils avaient la réception de Montpellier dont on va parler juste après, qui sera suivie par un déplacement à 7. Donc des matchs très très importants, puisque des matchs contre des adversaires directs. Ils recevront ensuite Aix. Aix devra se méfier quand même de ce déplacement. Et puis, ils iront enfin à Taverny. Donc, Nice peut transformer sur cette fin de championnat, cette saison, comme une saison, j'allais dire, une saison régulière en tout cas, avant les playoffs. Une saison très belle, parce qu'il y a quand même longtemps qu'on n'a pas vu
Nice à la fête comme ça. Alors, c'est pas historique, hein, parce que Nice a été longtemps une équipe qui a dominé le championnat, hein, qui a gagné, on le rappelle, quand même 12 titres de champion, ce qui est pas rien quand même dans ce sport qui est quand même ultra dominé par Marseille. Gagner 12 titres de champion, c'est énorme. Et donc, écoute, ils n'ont pas été à la fête non plus depuis longtemps, les Niçois. Et là, au biais d'un calendrier qui est, s'ils le négocient bien, en tout cas, ils peuvent ambitionner d'aller très haut. Et puis, donc, ça passait par ce premier match à la maison contre Montpellier. Donc, on l'a dit, Montpellier avait corrigé Bordeaux, 24-4. Et puis, Nice sortait d'une défaite où ils avaient poussé comme les Marseillais à 6-7 minutes de la fin à revenir à un but, donc c'était quand même pas rien. Et puis là, écoute, alors le match, c'est assez bizarre les lectures de match parce que tu gagnes la première période 5-2, tu prends 4-0 dans la deuxième. Donc c'est Montpellier quand même qui vire en tête fin de deuxième période et puis qui finit le match sur un 11-2. Écoute, c'est difficile des fois à analyser ces matchs-là parce que tu as un coude à coude. Et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que quand une équipe commence à prendre un petit peu le dessus, tu finis par un 11-2. Montpellier qui n'a pas non plus été puni par les fautes, parce qu'il faut trouver à un moment donné une explication. Quand tu passes de 6-5 à 11-6, il y a 2 joueurs qui ont pas pu finir le match, Krekovic et puis Ben Ramdam. Mais Montpellier nous habitue malheureusement des fois à des scénarios comme ça où tout va bien et puis ensuite tout va moins bien avec des moments de match où ils n'arrivent pas à endiguer les temps faibles. C'est compliqué contre un adversaire direct quand même de finir par un 11-2 en 2 périodes. Et donc Nice, écoute, qui confirme un petit peu les résultats, et puis en tout cas qui commence ce triptyque de matchs importants par une victoire très probante 16-8 contre Montpellier. Je m'attendais à vraiment une victoire de Nice, mais pas sur un +8. Très très grosse performance des Niçois à la maison. Ouais, Nice, on l'avait souligné de nombreuses fois, qui accrochait les équipes, qui étaient souvent pas très loin, mais qui perdaient. Et qu'il y avait cette dynamique, notamment l'an passé, où c'était difficile de se projeter et de gagner. Et cette année, ils enchaînent un petit peu quelques victoires et on va donner le classement. Donc, premier, Team Strasbourg avec 14 matchs et 39 points, suivi par Marseille, deuxième, 12 matchs, 36 points. Troisième, Pays d'Aix Natation, 13 matchs, 27 points, suivi de Nice, 13 matchs, 18 points, suivi par 7, cinquième, 14 matchs, 17 points. Donc, on voit que c'est un match de plus par rapport à Nice, donc Nice qui a plutôt l'avantage. Et tu nous as donné les derniers matchs qui leur restaient, donc peut-être assez favorables pour eux. Sixième, Montpellier, 12 matchs uniquement et 14 points, donc il peut repasser devant 7 notamment. Septième, Taverny, 13 matchs, 11 points. Huitième, Douai, 12 matchs, 9 points. Et neuvième, 13 matchs, 3 points pour Bordeaux. Ouais, t'as parlé, je reviens sur Nice, mais t'as parlé effectivement, on l'a mentionné souvent, que la pièce tombait pas souvent du bon côté pour les Niçois, alors qu'ils avaient des productions qui étaient intéressantes. Mais malheureusement pour eux, ça se jouait à un but, 2 buts, et souvent c'était un but, 2 buts en leur défaveur. Et il y a des spirales comme ça où c'est pas que t'es moins bon, mais ça tourne pas en ta faveur. Il faut faire le dos rond et attendre que ça revienne ou que ça vienne. Et puis Nice, cette année, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Voilà, ils ont écarté 2 fois les 2 promus, Bordeaux et Douai. Ils ont battu 2 fois Montpellier aussi, donc c'est quand même important. Et on aura une prochaine journée très intéressante avec des matchs, à commencer par Douai qui reçoit Taverny. Donc un match pas facile du tout pour les Tabernaciens. On sait qu'à Sourcéane, les Douaisiens sont souvent galvanisés. On aura un Pays d'Aix-Bordeaux où je vois quand même pas être en difficulté sur ce match-là. On aura l'affiche du sommet du championnat qui n'est pas du tout anodine, hein, puisque Strasbourg recevra Marseille. On l'a dit, Strasbourg n'a qu'une seule défaite au compteur jusque-là. Marseille n'en a pas. Mais c'était une défaite d'un but. Donc si Strasbourg venait abattre Marseille à la maison, il finirait quasiment automatiquement premier de la phase régulière, ce qui peut avoir une importance ensuite pour les playoffs. Donc match très important. Et
enfin le 7 Nice dont on a parlé, où en cas de succès des Niçois, je vois pas trop comment la 4e place pourrait leur échapper. Et 7, en cas de défaite, vu que Montpellier est exempt encore sur cette journée-là, mais a des matchs en retard, 7 devra quand même s'imposer à la maison. Mais sur ce match-là, je mets quand même sur la forme du moment et puis la dynamique, je mets une petite pièce sur les Niçois qui sont dans une belle phase et qui répondent présent. La mayonnaise semble avoir pris entre les jeunes et puis les étrangers qui confirment. Donc, match très intéressant à Fonquerne. Oui, on suivra ça. Donc cette journée 16 se déroulera le 18 avril parce que l'équipe de France est partie depuis hier en stage à Dubrovnik pour préparer la World League qui aura lieu à Malte dans la foulée. Donc on pourra commenter les résultats lorsqu'on les aura. Donc on espère qu'on pourra suivre ça de près et vous communiquer ces résultats-là. Et pour clôturer cette page élite masculin, info importante donc concernant la fin de championnat, puisqu'on aura des quarts de finale où on aura donc les 2 premiers qui seront déjà qualifiés pour les demi, et ensuite on aura donc match opposant le 3e au 6e et le 4e au... Let's be completely honest. Are you happy with your job? The fact is, a huge number of people can't say yes to that. Too many of us are stuck in a job we've outgrown or one we never really wanted in the first place. But we stick it out and we give reasons like, what if the next move is worse? And I've put years into this place. And maybe the most common one, isn't everyone miserable at work? But there's a difference between reasons for staying and excuses for not leaving. It's time to get unstuck. It's time for Strawberry.me. They match you with a certified career coach who helps you get from where you are to where you want to be, either at your existing job or by helping you find a new one. Your coach helps clarify your goals, creates a plan, and keeps you accountable along the way. Go to strawberry.me/career and get 50% off your first coaching session. That's strawberry.me/career. 5e. Les quarts de finale sont prévus en match aller-retour uniquement. Il n'y aura pas de match d'appui. Donc, ça sera le 9 et le 16 mai. Et demi-finales auront lieu le 30 mai et le 13 juin. Donc, on a encore un petit peu de temps avant la fin du championnat. On aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, les places jusqu'à 6 qui ont de l'importance pour pouvoir disputer les quarts de finale. Oui, c'est un nouveau changement. Nouveau changement de formule que l'année dernière, c'était les 4 premiers. On était revenu sur un 1-4-2-3. Là, maintenant, on refait à nouveau les 6 premiers qui font les playoffs. Donc, avec, comme tu l'as dit, la prime aux 2 premiers qui seront qualifiés directement pour les demi-finales. Et puis, on aura 3-6 et 4-5. Donc, en fait, ce qu'on commentait depuis le début un petit peu avec cette 4e place stratégique, finalement... tu t'aperçois quand même que Aix y est déjà. On aura vraisemblablement, ça se jouera ensuite entre Nice, 7 Montpellier et Taverny. Je vois pas Douai raccrocher le wagon. Donc, écoute, on aura des playoffs à 6. Ça nous fera un petit peu plus de matchs et voilà. On passe à l'ANA, championnat palpitant et aussi quelques matchs difficiles à suivre avant d'aborder donc la 19e journée. On avait un match en retard de la 15e journée et un match important puisque match de bas de classement, Moulins qui recevait Saint-Jean. On avait dit le match précédent donc sur la journée 18, Livry qui avait mis une rouste, on va le dire comme ça, à Saint-Jean, mais bon, c'est pas rien contre les joueurs de Saint-Jean, mais en tout cas le score 39-8 pour rappel. Et bien là, Saint-Jean qui a réussi à s'imposer contre Moulins 13-12, victoire à l'arraché et victoire importante déjà pour la tête des joueurs de Saint-Jean d'Angély parce qu'ils n'en ont pas gagné beaucoup. On revient à la journée 19. On va rester du côté de Saint-Jean qui, cette fois-ci à domicile, donc jouait contre l'INSEP et s'impose 16-9. Donc du coup, ils ont enchaîné 2 victoires d'affilée. Donc ça fait du bien au moral des Angériens. Ouais, match du bas de classement. On en avait parlé la dernière fois, mais avant que Saint-Jean batte Moulins, c'était un match qui allait certainement déterminer la dernière place de la poule. Et puis Saint-Jean, peut-être boosté par cette victoire contre Moulins,
fait un match sérieux et un écart quand même assez significatif contre l'INSEP, 16-9, dans un match avec des périodes. Il gagne les 4 périodes et puis l'INSEP qui n'a pas réussi à contrecarrer les plans algériens. Et comme tu dis, Saint-Jean qui n'avait pas pris beaucoup de points jusque-là, qu'on prend 6 en 2 matchs, qui leur fait du bien. On verra ça au classement. Ouais, alors, petite info, on va dire, il n'y a rien de trop officiel qui est sorti là-dessus, mais à l'INSEP, ça reste compliqué. Il y aurait peut-être une deuxième procédure un peu disciplinaire avec quelques joueurs pour des mauvais comportements. Donc voilà, à suivre ce qui se passe à l'INSEP. Dès qu'on aura plus d'infos, on n'hésitera pas à vous les communiquer. Deuxième match de cette soirée qui avait déjà eu lieu le 6 mars, le Racing Club de France qui avait accueilli Marseille, et Marseille s'était imposé que de 3 buts, 16-13, on en avait parlé. Et donc troisième match de cette soirée, match intéressant au niveau du score, les Canards Rochelais qui recevaient les Sauveteurs de Givors, et victoire 12-11 à l'extérieur de Givors qui continue sa petite saison avec un effectif plus que réduit et voilà, qui prend les 3 points à l'extérieur. Alors, plus que réduit, Christophe, c'est un euphémisme, parce que on a déjà commenté des matchs de Givors où ils étaient 11, mais là, ils étaient 9. 9, donc 8 joueurs de champ et un gardien. T'as pas intérêt quand même, il va bien falloir gérer quand même les temps de repos et puis les fautes graves. 9, ça fait quand même pour un cinquième parce qu'ils sont cinquième, pour un cinquième de N1, 9, ça fait pas beaucoup. Alors, j'ai quelques infos par rapport au fait que Givors ne joue pas avec tous leurs joueurs. Il y a des joueurs qui visiblement n'ont pas le comportement adéquat pour pouvoir prétendre à jouer en équipe première. Mais c'est vrai que ça pose question quand même de jouer à 9. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller gagner à La Rochelle. Donc Givors, comme tu l'as dit, poursuit son bonhomme de chemin et sa très belle saison jusqu'à maintenant. Ouais, puis c'est pas un mauvais résultat pour La Rochelle, qui est promu, rappelons-le, et voilà, qui aussi répond présent. Mais bon, ça n'a pas tourné en leur faveur dans ce match. Quatrième match de cette soirée, Moulins qui accueillait Choisy-le-Roi. Donc Moulins, on l'a dit, qui sortait d'une défaite le week-end précédent contre Saint-Jean. Nouvelle défaite de Moulins, cette fois-ci 19-14 contre Choisy-le-Roi, grâce notamment à une troisième période remportée 7-4 et une dernière période remportée 5-2. Ouais, Moulins virait en tête à la fin de la deuxième période. Il menait 8-7. Avant le sursaut des Parisiens, 12-6 sur les 2 dernières périodes. Bon, Choisy était favori logique de ce match-là et l'emporte logiquement aussi, même si ça a été un petit peu, s'il a fallu du temps pour que leur succès se dessine, et ils finissent quand même par l'emporter dans l'Allier. Alors, je vais donner les buteurs de ce match parce que c'est pas des équipes dont on a l'habitude de parler. Donc, petit focus pour commencer sur Moulins, avec Baptiste Tin qui marque 2 buts dans ce match, accompagné par Aleksandar Radanovic qui en marque 5, Mordan Griot-Desfontaines 1, Noah Difraja 3, Anthony Marceau 1 et Kevin Guinet 2. Et côté Choisy-le-Roi, on a aussi un gros buteur avec Mathis Fournier-Lallemand qui en marque 5, accompagné de Clément Provost 3, Camillo Cortés-Pinilla 2, Basile Fournier-Lallemand, donc le frère de Mathis, qui en marque 1, Kevin Monnier 4, Nicolas Jean 2, Younes Ayad 1 et enfin Miguel Oliveira 1. Voilà pour les buteurs de ce match. 5e match de cette soirée, on avait un très alléchant Arne Livry-Gargan, et Livry-Gargan qui a réussi à se sortir du piège du Nord en s'imposant d'un but 17-16. Ouais, on avait dit lors de la journée précédente que Arne était une équipe pénible dans son bassin, et puis fait qui avait été contredit par la nette victoire de Monaco, Monaco qui l'avait emporté de 12 buts. Et puis là, Livry se déplaçait donc dans le même bassin et devait absolument faire la même chose que Monaco, c'est-à-dire s'imposer pour rester toujours dans la course, possiblement pour un titre de champion. Livry n'est pas encore irrémédiablement décroché. Et puis ils ont dû batailler grandement quand même, parce que le match a été serré, même si Livry a été
à peu près, je ne vais pas dire toujours devant au score, en tout cas sur les 2 premières périodes, mais Arnes a réussi à virer en tête début de 4e, 13-12, et puis il a fallu un Jakub Novacek des grands soirs quand même pour sortir son équipe de là, à hauteur de 8 buts, pour propulser les siens devant, et avantage que Livry a réussi à conserver jusqu'au bout, et ils reviennent de Arnes avec 3 points très très précieux, qui les maintient dans la course toujours pour une éventuelle place de premier à la fin du championnat, mais match très très serré dans le Pas-de-Calais. Ouais, et Arne qui a pu s'appuyer sur Mathieu Almusara qui en marque 6 et Ilian Zawi qui en marque 4, voilà, qui était un peu en deçà ces derniers matchs. Là, il a essayé de bien accompagner son équipe, mais malheureusement, ça n'a pas suffi grâce, tu l'as dit, à Jakub Novacek qui en marque 8. Ça arrive pas tous les jours. Dernier match de cette soirée, décalé dimanche en raison de la venue du pape à Monaco. Et Monaco qui accueillait Mulhouse, et Monaco qui continue son petit bonhomme de chemin, invaincu en s'imposant 14-11 grâce à une belle 3e période, mais carrément un gros trou d'air dans la dernière puisqu'ils encaissent 7 buts. Comme tu l'as dit, le pape était en visite à Monaco ce samedi 28 mars, donc ça a chamboulé effectivement tout. Et donc, le match n'a pas pu se tenir. Monaco a joué donc en match décalé, donc en connaissant le résultat de Livry-Gargan à Arnes. Donc, cette victoire de Livry à Arnes les condamnait quand même à gagner contre Mulhouse pour garder toujours ce petit matelas de 4 points d'écart. Alors, ça a été fait, mais avec une configuration de score très, très particulière parce que un match qui se termine à 14-11, c'est souvent un match assez serré quand même. Et puis là, écoute, Monaco menait quand même 13-4 fin de 3e et encaisse un 7-1 dans la dernière période. Donc, chaque équipe a eu sa période. 8-2 pour Monaco dans la 3e et 7-1 pour Mulhouse dans la dernière. Certainement une revue d'effectifs effectuée par Manuel Laversane qui a dû donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas forcément toujours. Et puis Monaco qui a pu s'appuyer sur un joueur aussi dont on ne parle pas beaucoup mais qui progresse, Adam Novacek, qui met 4 buts. Théo Barzotelli, l'ancien niçois, qui est bien présent à la marque avec 3 buts. Et puis celui dont on parle assez souvent, Apollo Danowski, qui en met 3. L'équipe qui a été privée du Cabarnac a pris 3 fautes. Donc, écoute, un succès, mais c'est vrai qu'une lecture de match est un petit peu compliquée. Ce qui nous donne au classement, donc Monaco, 19 matchs, 56 points, toujours invaincu, suivi par Livry-Gargan, 19 matchs, 52 points. 3e Marseille, 19 matchs, 45 points. 4e Arnes, 19 matchs, 39 points, 5e Givors, 19 matchs, 34 points, 6e Mulhouse, 19 matchs, 33 points, donc qui a rattrapé ses matchs en retard, mais on n'a pas vu passer forcément les résultats. 7e Choisy-le-Roi, 19 matchs, 30 points, 8e La Rochelle, 19 matchs, 19 points, 9e Moulins, 19 matchs, 11 points, Racing, 10e, 18 matchs, 11 points, 11e Saint-Jean-d'Angély, 19 matchs, 9 points. Et enfin, l'INSEP, 12e, 20 matchs et 3 points. Ouais, Christophe, avec une prochaine journée qui va nous offrir pas mal de duels intéressants. Donc, on aura l'INSEP qui recevra Arnes. On connaît les difficultés de l'INSEP et puis donc tu nous as parlé de peut-être de difficultés supplémentaires. Donc, je vois pas du tout Arnes aller trébucher à l'INSEP. Marseille recevra Mulhouse. Écoute, quel Marseille, quel Mulhouse. Je pense quand même que les Marseillais devraient rester maîtres chez eux, mais Mulhouse est une équipe pas facile. Givors peut et doit s'imposer chez lui contre le Racing Club de France pour parfaire quand même cette très belle saison des Givordins. Moulins recevra La Rochelle dans un match très 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 serré et très important dans le bas du classement. On aura Choisy-le-Roi Saint-Jean-d'Angély où on a vu quand même les Angériens à la peine en déplacement et Choisy qui devrait l'emporter. Et enfin, le match que l'on attend, Livry-Gargan qui recevra Monaco, le deuxième qui reçoit le premier. 4 points d'écart entre les deux équipes. Une des dernières chances de Livry de rester au contact par le biais d'une victoire hors penalty, donc qui recollerait presque à Monaco avec un match à 1 point d'écart entre les deux équipes. Si Monaco venait à l'emporter à Livry, bien sûr, il scellerait le destin de ce championnat. Même une victoire au penalty leur donnerait un match en moins à jouer et puis un accroissement de l'écart.
Et puis, une défaite au penalty leur maintiendrait quand même 3 points d'avance. Donc, écoute, un match qui sera compliqué quand même pour les Monégasques parce que l'Ivry, c'est sérieux chez eux. Et puis, le match aller s'était déroulé sur une victoire au penalty. Donc là, dans ce bassin assez atypique, Monaco est une équipe habituée à jouer dans des largeurs de 20 mètres. Et là, quand tu passes du 20 mètres à un 5-6 lignes, ça noie un petit peu les repères. Donc voilà, on verra. Peut-être que ce championnat aura choisi son vainqueur en cas de victoire de Monaco à l'issue de ce match-là, ou bien alors le suspense sera à nouveau relancé en cas de victoire de l'Ivry. Donc match très intéressant à suivre. Oui, match important pour ces équipes-là, puisque la première place permettra de monter directement en élite, et la deuxième se verra un affrontement avec le 9e de l'élite pour déterminer une possible montée. Donc pour l'instant, le match devrait peut-être se dessiner contre Bordeaux. Allez, on change de dimension, on passe à la Champions League où on jouait la deuxième journée de la phase des quarts de finale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les ténors ont remis les pendules à l'heure. Dans le groupe A, on avait un match de haut niveau avec Barceloneta qui affrontait Novi Beograd. Et Novi Beograd qui avait un gros avantage psychologique puisque Barceloneta ne les avait pas vaincus sur les dernières sorties. Et là, on peut sortir le popcorn parce qu'on a eu 35 buts au total. Donc festival de buts, duel de snipers et un match très accroché qui s'est décidé dans les 2 dernières minutes puisqu'on avait 16-16 à 2 minutes de la fin. Et les Espagnols, grâce à un 3-0 foudroyant et un Bernat Sanahuja en feu, qui en a mis 6 quand même dans ce match, et Vince Vigvari qui vient crucifier les Serbes sur le buzzer, et victoire 19-16 pour Barceloneta, qui prend une belle option pour la suite. On en avait parlé dans l'épisode précédent. Ouais, Barceloneta qui avait commencé cette campagne européenne en allant gagner à Brescia. Donc, quand tu commences quand même comme ça ton mini-championnat pour aller au Final Four avec une victoire extérieure, la tâche, c'est de gagner le match suivant à la maison pour virer déjà au bout de 2 matchs avec 6 points. Et Barceloneta fait le boulot comme il faut à la maison. On l'avait dit, dans cette poule assez homogène entre Novi Beograd qui performe quand même pas mal, Olympiakos, Brescia et Barceloneta. Barceloneta avec ses 6 points quand même en 2 matchs, on l'avait dit, avec 9 points, t'es pas qualifié, mais avec 10 points, tu l'es bien souvent quand même. Écoute, ils ont fait 60% du chemin au bout de 2 journées. Donc, Barceloneta confirme le bien que l'on pense d'eux et dispose de Novi Beograd, malgré une belle résistance des Serbes, mais qui s'incline comme logiquement à Barcelone. Ouais, bel avantage pour Barcelone qui, effectivement, comme je l'ai dit, n'était pas très en réussite contre Belgrade. Cette fois-ci, ils ont pris l'avantage. Deuxième match de ce groupe, l'Olympiakos qui se relance contre Brescia après avoir subi une première défaite au premier match. Il devait gagner, c'était important, et il s'impose 14-11 dans une ambiance bouillante. On sait que les ambiances grecques sont très chaudes, et Brescia qui a eu le mérite quand même de ne jamais lâcher, revenant même à un petit but en fin du dernier quart-temps. Mais le gardien Tzortzatos a sorti les barades qu'il fallait parce qu'il a presque 60% d'arrêt. Et devant le vétéran Fontoulis et la star Zalanki qui ont fait le job avec 3 buts chacun. Ouais, au contraire de Barceloneta, Olympiakos avait mal commencé quand même cette campagne-là. On rappelle, c'est un mini-championnat à 4 équipes, donc il y a 6 matchs. On ne peut pas laisser trop de points en route parce que les occasions de se refaire ne sont pas légion. Et donc Olympiakos avait trébuché à Belgrade et devait absolument remporter cette victoire, même pas au pénalty, mais la remporter dans le temps réglementaire pour au moins virer avec 3 points. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Chez eux, c'est toujours très compliqué au Pirée de s'imposer. Et puis, avec un gardien, c'est sûr que quand tu as un gardien qui a 60% d'arrêt, c'est difficile quand même de perdre des matchs parce que tu as des artilleurs quand même qui, eux, vont les mettre. Les Alanki, tu l'as dit, Fontoulis, Guéni Dunias qui est toujours là. Olympiakos se rassure et bascule. On va voir le classement après, mais devait absolument l'emporter pour
continuer à espérer dans cette Champions League. Peut-être tu peux nous donner directement le classement. Comme ça, on pourra basculer sur le groupe B ensuite. Ouais. Mais donc, le classement, il est limpide. Barcelonneta a joué 2 matchs, les a gagnés tous les deux, donc à 6 points. Et ensuite, on a 2 équipes à égalité. Novi Beograd est devant Olympiakos. Ils ont 3 points chacun, mais Novi Beograd a battu Olympiakos. Et puis enfin, Brescia, commence par 2 matchs, 2 défaites. C'est très, très difficile. On l'a vu souvent sur des scénarios comme ça où tu commences par 2 défaites. C'est difficile d'aller chercher quand même la qualif parce qu'il faut que tu fasses quasiment carton plein derrière. Donc Brescia aura du mal, mais on l'a dit aussi, des équipes qui sont éliminées peuvent, par le biais d'un résultat favorable, éliminer des équipes qui, elles, luttent. Donc Brescia ne finira pas, à mon sens, avec 0 point à la fin de cette campagne et peut embêter du monde dans l'optique d'une qualification. Ouais, on suivra ça de près. On passe au groupe B, donc le tenant du titre Ferencváros qui devait se ressaisir après sa défaite inaugurale contre Pro Recco. Donc ils n'avaient pas droit à l'erreur à Hanovre et ils n'ont pas fait de détails puisqu'ils s'imposent 21-13 et Hanovre a bien tenté de faire illusion. Ils avaient mené, on le verra après, comme Marseille, 2-0 au bout d'une minute. Mais la machine Fradi, comme on l'appelle, s'est mise en route et Kosnadji a été monstrueux dans ce match. Il met 4 buts, ça peut moins que les matchs qu'on a dit précédents, mais 4 buts importants et Schomavogel qui a fait du Schomavogel dans les cages. Une vraie démonstration de force de cette équipe avant le gros test contre Zagreb la semaine prochaine. Oui, Christophe, écoute, Ferencváros qui devait, je ne veux pas dire essuyer l'affront, mais parce qu'un match ne fait pas l'autre et Recco n'est pas Hanovre, mais effectivement, il devait aller s'imposer à Hanovre obligatoirement, privé de Mandic quand même, il faut le souligner. Mandic qui a une assez grosse et grave déchirure à l'épaule, qui va observer une assez longue période d'absence, qui ne sera pas d'ailleurs avec l'équipe de Serbie pour la World League. Donc, privé de Mandic, mais l'écart est trop important entre les deux équipes et Hanovre qui n'a pas pu enrayer la mécanique hongroise, qui s'est imposé tranquillement, j'allais dire, en gagnant les périodes régulièrement, 5-3, 5-3, 6-3, 5-4. Donc pas grande surprise en Allemagne sur ce match-là. Pas grande surprise, je pense, dans la poule, même si on le verra, le Mladost peut résister, mais ne sera pas, à mon avis, taillé suffisamment pour empêcher Recco et Ferencváros d'aller à Malte pour le Final Four. Oui, c'est ce qu'on prévoit, effectivement, mais bon. Mladost, une équipe, on va le voir, qui peut poser des petits problèmes. Donc, on avait donc Pro Recco qui continue son sans faute donc en recevant le Mladost. Score final 13-10 et Recco qui a pris les commandes très tôt dans ce match. Il menait même 7-2 à la mi-temps grâce à une belle défense qui a rendu les Croates complètement stériles pendant plus de 10 minutes quand même. Et le Mladost qui a bien essayé de revenir en fin de match, mais grâce à Di Fulvio qui a été bon dans ce match et Granados qui a été même très bon. Rien à faire dans ce match pour les Croates et Recco qui est seul en tête du groupe avec 6 points et tu vas nous donner le classement. Ouais, Recco qui a une équipe taillée quand même pour, peut-être pas pour la gagne, mais quand même qui a des individualités très très fortes, même avec des joueurs dont on parle pas forcément, mais Canella qui a un gros shoot, qui est toujours là, Fondelli, pareil. Puis après, tu as des joueurs un peu je peux pas dire de devoir, mais tu as Yuki Grata qui est un joueur important de l'équipe nationale, Kondemi, Irving l'américain qui est très présent, et puis Pavillard, on en parlera, Pavillard un peu plus tard. Mais ouais, Recco, pas trop de surprise. Mladost a résisté, mais le 7-2, c'est difficile quand même de revenir quand tu es à -5 face à ces équipes-là. Tu peux réduire un petit peu la marque, mais tu peux pas revenir. Donc, Recco l'emporte complètement logiquement. Oui, avant que tu nous donnes le classement, tu évoquais Pavillard, donc peut-être qu'on peut en parler. Des bruits de couloir l'annoncent justement à Mladost. D'ailleurs, j'avais vu une petite blague où il changeait son prénom en Luka, L-U-K-A, à la croate, puisqu'il est annoncé, mais ça reste à confirmer, qu'il changerait de nationalité pour jouer avec l'équipe de Croatie, et d'où son mouvement du côté de l'équipe de Mladost. Ouais, c'est un peu plus que des bruits de couloir, Christophe, parce que, alors, pour les gens qui suivent pas le polo, il faut savoir que avant, il suffisait de ne pas jouer pour l'équipe nationale pendant 12 ou 13 mois pour pouvoir être éligible à une autre équipe nationale. Donc, c'est ce qu'a fait, par exemple, Hugo Cruzilla quand il est parti au Monténégro et quand il est revenu du Monténégro. Donc, il y a plein d'autres joueurs aussi qui ont fait ça. Donc, il suffisait de ne pas jouer de compétition pendant 13 mois. Et puis, comme ça se
multiplié quand même un petit peu. La Fédération internationale a décidé de changer ça et de mettre une règle des 3 ans. Donc là, ça faisait réfléchir un petit peu plus les joueurs qui voulaient s'expatrier parce que 3 ans, alors c'est pas tout à fait un cycle olympique, mais quasiment. Et puis là, écoute, ils ont réinventé à nouveau quelque chose. Je pense qu'ils s'ennuient parce qu'à chaque fois, il faut qu'ils inventent quelque chose. Donc maintenant, tu peux rechanger à nouveau de nationalité sportive au bout d'un an, mais pour pouvoir jouer dans ta nouvelle équipe nationale, il faut que tu habites dans le pays pendant 1 an. Donc en fait, Pavillard, pour être éligible à l'équipe nationale croate, devra séjourner pendant 1 an en Croatie. Et donc, séjourner en Croatie signifie pour lui jouer au Mladost. Écoute, les Croates qui ont souffert de l'absence assez souvent de gauchers ont commencé par naturaliser Javier Garcia, l'Espagnol. Et puis ensuite, ils ont pris Kharkov et maintenant, ils vont prendre Pavillard. Donc, c'est pas mal parce que quand tu n'as pas de joueur chez toi, quand t'es pas capable de produire un joueur, tu vas le prendre dans un autre pays. Écoute, on verra ce que Pavillard donnera dans cette équipe croate. Mais le fait de revenir à une année de naturalisation, j'allais dire, ça va, à mon avis, ceux qui étaient dissuadés par ce... C'est compliqué quand même de ne pas jouer pour une équipe nationale pendant 3 ans. Là, de ne pas jouer pendant 1 an, une année où il n'y a pas de compétition, ça va peut-être aiguiser à nouveau les appétits. Voilà. Tu nous donnes le classement, je donnerai la journée suivante. Le classement donc est limpide aussi, puisque Reco, c'est le même classement que de l'autre côté, 6-3-3-0. Donc Reco a fait carton plein, 2 matchs de victoire, pardon. Donc 6 points. Ferencváros est devant au Galaverage avec 3 points, Mladost 3 points. Et Hanovre, qui aura bien du mal quand même dans cette poule-là à grappiller des points, ferme la marche avec 0 points. Prochaine journée, donc on l'a dit, ce soir et demain, donc des beaux matchs à nouveau en perspective, on sait le niveau de ces équipes-là, donc on aura pour attaquer Barceloneta qui recevra Olympiakos. Le choc un petit peu de cette poule-là, les 2 prétendants, en tout cas favoris pour aller au Final Four, Olympiakos devra quand même éviter de repartir de Barcelone à nouveau avec une défaite parce que il compterait que 3 points en 3 matchs. Alors certes avec 2 déplacements, mais bon, comme on le répète, mais il faut avoir 9 points à peu près pour passer. Donc quand on a 3 au bout de 3 journées, tu es obligé quand même de faire quasiment un sans faute sur les 3 journées qui restent. Donc match très intéressant et très ouvert. Deuxième match de ce groupe A, Brescia qui recevra Novi Beograd. Donc est-ce que Brescia prendra ses premiers points à domicile? Peut-être faisable contre Belgrade, mais on sait que Belgrade, même au pied du mur, ils sont capables de performer. Ouais, là c'est le match de la dernière chance pour Brescia. Si Brescia venait à s'incliner à la maison, ils auraient 0 points et là ça serait fini en 3 matchs. Donc il leur faut 3 points obligatoirement, même pas une victoire au pénalty, pour d'abord lancer leur compétition et puis pour garder intacte leur chance. Donc ils ont perdu Barceloneta à la maison, certes, mais ils doivent absolument s'imposer contre Novi Beograd pour être toujours vivants dans cette compétition. Ouais, si Barceloneta venait à s'imposer et Brescia aussi, on aurait 3 équipes à 3 points, donc ça serait intéressant. Deuxième groupe, le groupe B, donc Hanovre qui reçoit Reco. Bon là... pas de suspense, à mon avis. Ça sera juste le seul suspense, c'est l'ampleur du score qu'il y aura entre Reco et Hanovre. Oui, exactement. Il n'y a pas de... Là, c'est les 2 extrêmes. Reco qui vise la victoire finale dans cette compétition, puis Hanovre qui vise 1 point, j'allais dire, et de faire bonne figure. Donc, ça sera très compliqué pour les Allemands d'exister dans cette confrontation. Et dernier match, Mladost qui reçoit Ferencváros. Match qui peut être aussi très intéressant. Oui, le Mladost, s'ils veulent se faufiler entre Reco et Ferencváros, ça passe par une victoire à la maison ou contre Ferencváros, ça sera évidemment pas facile. Certes, il n'y aura toujours pas Mandic, mais Ferencváros, je pense, est suffisamment armé quand même pour passer l'écueil Mladost sans Mandic. Mais attention quand même, Mladost, c'est une équipe qui a battu Olympiakos à la maison, c'est une équipe qui peut être pénible, mais je vois quand même les Hongrois passer l'obstacle. Ouais, mais... ça va être difficile, ça va se jouer. On sait que la défense de Ferencváros n'est pas toujours au niveau, donc on verra si leur attaque de feu sera supérieure à celle des Croates. We all prefer things a certain way, like groceries. If you want groceries just how you like them, you gotta try Instacart. They have a new preference picker that lets you pick how ripe or unripe you want your bananas. Shoppers can see your preferences up front, helping guide their choices. Because when it comes to groceries, the details matter. Instacart. Get groceries just how you like. Instacart makes grocery shopping easier.
And just because you're not doing the shopping yourself doesn't mean you don't care how it's done. With Instacart Shopper Notes, you can get particular about what you want right in the app. Like rotisserie chicken that's extra crispy, steak with marbling the Romans would have loved, and lettuce you'd actually pick yourself. Just leave a note for your shopper so that they can get it right for you without having to ask. That way, you can get groceries just how you like. Download the Instacart app and shop today. On passe à l'Eurocup, et on commence tout de suite avec un peu le frisson du week-end, puisqu'il n'y avait pas de grand suspense, mais en tout cas on avait un Jadran Split Panathinaikos de toute beauté, et on a frôlé le séisme puisque le Pana a fait un match héroïque. Ils ont mené quasiment tout le match, ils comptaient même 3 buts d'avance à plusieurs reprises. À 2 minutes de la fin, ils menaient même 19-17, et tout le monde commençait à croire à l'exploit grec. Mais Butic, le capitaine du Jadran, il a refait le coup du match aller avec 2 missiles dans les 2 dernières minutes, dont un à 10 secondes du buzzer qui climatise le bassin pour un score final 19 partout. Et Split qui passe d'un cheveu sur les 2 matchs puisqu'ils avaient remporté le match aller. Et c'est assez cruel pour les Grecs, mais quel spectacle dans ce match. Ouais, Christophe, écoute, comme tu l'as dit, c'était, même si tous les matchs surtout couperés comme ça, élimination directe, les matchs retour présentent un suspense. On va voir que sur les autres rencontres, quand même, l'écart avait été fait grandement quand même sur le match aller. Et là, tout restait à faire, même s'il y avait une victoire à l'extérieur du Jadran Split à Panathinaikos. Un but, ça reste la plus petite des marges. Et puis, c'est tellement de petites marges que le Pana a pris les choses en main d'entrée de jeu, en menant très rapidement 3-0. Et puis, même si Split est revenu au score, on a eu très souvent ce chassé-croisé -2, -3, -2, -3. Donc, comme tu l'as dit, le Panathinaikos a mené longtemps de 3 buts. Donc, on a eu 5-2, 7-4, 8-5, 10-7. Et puis, le match avançait. Et l'écart restait toujours le même, 14-11, 15-12. Donc là, on commence quand même à se rapprocher de la fin du match. 16-13, 17-14, donc toujours ces 3 buts d'avance. Alors certes, à chaque fois, le Jadran Split arrivait à revenir à -2, mais jamais plus que ça. Et puis, pour la première fois, ils reviennent à -1 par Loren Fatovic, qui est un joueur évidemment très important de cette équipe, 17-16. Donc, ce qui donnait un résultat de parité sur les 2 matchs. Et puis, ils mettent même lui-même Fatovic qui sort de sa boîte et qui égalise à 17 partout. Ça n'a pas empêché le Pana de se désunir. Ils sont repassés à 19-17. Et puis, comme tu l'as dit, à 10 secondes de la fin, sur une exclusion grecque, Vonimir Butic qui marque ce but qui donne la qualification à son équipe. Mais que ce fut dur pour les Croates à la maison. Et le Pana a vendu chèrement sa peau. Donc Split qui passe dans la douleur, mais qui passe quand même. Et ce sera un match à retenir pour eux parce qu'il y a des soirées européennes comme ça où tu as des actes fondateurs sur des matchs comme ça où tu arrives à t'en sortir. Donc écoute, bravo à eux. Et puis dommage pour le Pana qui est en train de construire une équipe donc qui n'est pas encore complètement prêt, mais qui est en train de bâtir quelque chose. Ouais, une belle équipe du Pana et on suivra peut-être on regardera du côté de la Grèce pour voir ce que ça peut donner le duel Olympiakos-Pana. Olympiakos, c'est quand même toujours devant. Hein. Y a pas pour l'instant, il n'y a pas de discussion sur le titre de champion, mais on a vu quand même que le Panathinaikos a passé Vouliarménie, par exemple, en Coupe d'Europe. Donc, la hiérarchie en Grèce a été longtemps quand même ce classement entre Olympiakos premier, Vouliarménie deuxième. Et puis là, écoute, alors des fois, Apollon Smyrnis venait contredire un petit peu tout ça, mais là, on a quand même le Panathinaikos qui est en train de bousculer un peu la hiérarchie, pas jusqu'à Olympiakos, mais qui est en train en tout cas de construire une belle équipe. À suivre. Dans les autres matchs, on avait Radniki qui jouait contre Kotor et ils ont dû batailler ferme contre les Monténégrins. Ils ont eu un peu chaud en début de match, mais grâce à leur puissance offensive, ils ont réussi à faire la différence en s'imposant quand même 17-15 et ils retrouveront les demi pour la 2e année consécutive. Ouais, Radniki, Christophe, qui s'était imposé donc de 4 buts à Kotor. Donc, on voyait mal quand même les Monténégrins renverser la table et s'imposer de 5 buts. Alors certes, ils ont entretenu l'espoir, hein, ils gagnent la première période 5-3, donc ils avaient fait quasiment la moitié du chemin. Mais en face, c'est solide, et puis un match, on le dit toujours, hein, mais ça, c'est 4 périodes.
Et donc Rangnicky, à l'expérience et au talent, passe l'obstacle monténégrin. Kotor a offert une belle résistance, mais les 4 buts du match aller à la maison étaient un petit peu trop gros pour que Kotor puisse espérer quoi que ce soit sur ce retour. Ouais, du coup, ils finissent à +6 sur les 2 matchs, donc ça passe assez facilement. Troisième match, on avait les Hongrois du BVSC qui jouaient contre les Roumains d'Oradea et ils les ont littéralement éteints dans ce match grâce à une défense de fer et une victoire 12-7 nette et sans bavure. C'est historique pour eux, pour les Hongrois du BVSC, parce qu'ils n'avaient plus atteint ce niveau depuis 2002 quand même. La qualif était déjà acquise quasiment suite au match aller, hein, donc il n'y avait plus qu'à finir le boulot, entre guillemets, ils l'ont fait. Et c'est la santé du pôle hongrois qui place un club qui n'est pas forcément super bien classé en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Donc, ça sera compliqué pour eux, mais il faudra quand même compter avec eux. Tu es en demi-finale maintenant, donc écoute, il reste peu de matchs à gagner pour pouvoir décrocher la timbale. Donc, il faudra faire attention quand même aussi à BVC. Oui, des équipes de bon niveau. Et on arrive donc à nos petits Français, Marseille qui se déplaçait à Sabadell. Donc petit rappel que Marseille avait quand même une revanche à prendre par rapport à la Champions League, même s'ils avaient gagné le match aller puisqu'ils avaient un petit matelas de 5 buts. Et ils ont géré ça un petit peu comme des patrons dans un match avec un drôle de rythme, pas trop de... Voilà, ils n'ont pas pris de risques. Ils ont plutôt été disciplinés, sereins, pas de grosse distance entre Sabadell et Marseille. Marseille qui avait bien entamé le match puisqu'il menait même 2-0 et Sabadell a bien essayé de pousser, mais Marseille toujours resté au contact et n'a pas tremblé avec mention spéciale pour le capitaine Hugo Crouzilla qui finit avec 5 buts, avec des buts très importants et de très beaux buts, et aussi Thomas Vernou qui vient planter le dernier clou de cette victoire, pour passer en demi-finale, mais le match se finit sur un match nul 14 partout, donc ça les envoie en demi-finale. Ils auraient même pu remporter le match puisqu'ils ont fini le match en supériorité numérique, mais alors je ne sais pas si c'était peut-être pas pour humilier l'équipe adverse ou je ne sais pas, mais en tout cas ils avaient la cage vide puisque Loriot était monté en attaque et ils ont tiré mais trop tard et ça finit à côté. Donc ils finissent qu'avec un match nul entre guillemets, mais grâce à ce match-là de 5 buts, l'essentiel était fait. Marseille donc qui abordait ce déplacement en Catalogne avec quand même cette certitude du +5 de l'aller. +5, c'est jusqu'à 3 buts d'écart, c'est pas un matelas suffisamment confortable pour se sentir à l'abri. 5, quand même, sur une équipe expérimentée comme ça, tu peux quand même te permettre de voir venir. Pour ça, il faut surtout que tu réussisses ton entame de match. Et pour éteindre un petit peu les velléités, parce que si tu commences par un 3-0, tes 5 buts, ils fondent comme neige au soleil. Milo Stepanovic, comme on l'a dit, qui était prévé de Pierre-Frédéric Van Peperstraat, qui donc s'est blessé à Nice, mais qui avait retrouvé Marc Laroumbé, qui n'était pas des derniers matchs européens. Et donc Marseille a super bien commencé, puisqu'il menait 2-0, donc +2, ça équivaut à un +7, si tu additionnes avec le match aller. Et puis la seule fois où j'ai eu une petite crainte quand même dans ce match-là, c'est le 4-0 encaissé suite à ce 2-0 initial, puisque les Espagnols passent un 4-0, n'ont pas beaucoup de temps non plus aux Marseillais. Et puis là, tu te dis, il faudrait pas qu'il y ait un 5-2, un 6-2. Et puis Marseille, ensuite, est resté bien caché confortablement dans la roue, puisque le score n'a pas beaucoup évolué. Un but Sabadell, égalisation, un but Sabadell, égalisation. Marseille s'est même permis le luxe de prendre l'avantage, 9-8, 19. Donc en fait, le sort du match était joué, restait une question de prestige. Sabadell voulait l'emporter chez lui. Marseille voulait très certainement ne pas finir encore sur une défaite contre eux. Et puis, comme tu l'as dit, Thomas Vernou scelle le 14-14 à 1:20 de la fin dans un match qui a été, après, je ne dis pas que ça devient anecdotique, mais quand tu es à -5, quand il reste 5 minutes, tu sais que ça va être très compliqué quand même de te qualifier, voire impossible. Donc Marseille fait le boulot, Christophe, avec tu l'as souligné, Hugo, qui avait été un petit peu en difficulté au match aller, qui avait pas été dans son rôle, j'allais dire habituel de scoreur, qui avait mis un shoot qui était passé un petit peu sous le bras du gardien et qui avait essayé de se muer en passeur.
Et puis là, et on retrouve le Hugo, j'allais dire habituel de ses dernières sorties, en tout cas, monsieur 5 buts par match, puisque il avait il y avait beaucoup de matchs où il avait marqué 5 buts. Donc en bon capitaine, il a montré la voie à ses copains. Spajic, qu'on a de temps en temps un petit peu houspillé, que je ne pense pas qu'il nous écoute et je ne pense pas qu'il se mette à marquer pour nous contredire, mais qui met 2 buts et qui a été vaillant. Thomas qui met un but, Drazovic qui avait été très bon à l'aller, on l'avait souligné, qui met 2 buts. Alexandre Bouet aussi, qui retrouve le chemin des filets, qui avait été assez prédominant à l'aller avec 3 buts, et puis là, qu'en met 2. Alors, même s'il n'y a pas que les buteurs. Et puis, Michael Bodegas qui va de son petit but, comme à l'aller également. Donc, Marseille, Christophe, maintenant, on est en demi-finale. Alors, c'est le dernier carré. Il tombe contre Radnicki. Il faudra, j'allais dire, c'est peut-être une finale avant la lettre, parce que je vois malgré tout le BVSC un peu en dessous quand même de ces équipes-là, voire même en dessous. Jadran Split, c'est une équipe talentueuse avec des joueurs importants, Bijac, Fatovic, Marinic Kragic et puis Butic, plus d'autres. Mais je pense quand même que ça reste un ton en dessous de Marseille. Et Radnicki a bâti une équipe d'abord pour bien figurer en Champions League. Et puis, comme Marseille, dans le cas où la qualif en Champions League n'était pas au rendez-vous, maintenant, le but du jeu, c'est de gagner l'Eurocup. Il ne faut pas se cacher. Et donc, Marseille retrouvera Niki, Perlejnovic retrouvera Marseille. Et puis, ce sera, comme je dis, je pense, une finale avant la lettre avec un sacré duel quand même entre la qualité quand même serbe. On rappelle qu'il y a 6 ou 7 champions olympiques de Paris 2024, agrémentés de Perlejnovic et Pietlovic. Et puis, de l'autre côté, il y a une équipe solide qui voudra rejoindre l'équipe victorieuse de 2019 et accrocher une deuxième Coupe d'Europe. Alors, c'est que les demi-finales, certes, mais une place en finale est au bout et il faudra que Marseille soit concentré, sérieux, mais je crois en eux, même si Radnicki, ça sera quand même très compliqué. Match aller 25 avril et match retour le 9 mai pour ces demi-finales. Moi, j'ai trouvé dans ce match, effectivement, tu l'as souligné, alors je pense pas qu'effectivement Spajic nous écoute, mais en tout cas, il a mis 2 buts à la pointe en revers, dont un contré qui finit par lober Loriot, et du coup, ça fait un joli but. J'ai trouvé un Galamassi aussi pas mal. Il met un super but aussi en rebond important. Et Drazovic, même s'il prend 3 fautes en milieu de 4e période, je crois, Drazovic qui a été plutôt bon dans ce match. Il met un joli but aussi en zone plus, comme on disait à l'époque, avec une feinte de l'œil. Il simule la passe 2-3 fois et puis finalement, il voit que le gardien laisse l'espace, donc il marque le but. Une ouverture du score par Alexandre Bouet, accompagné tout de suite par Mike Bodegas. Donc non, une équipe plutôt solide. Tesanovic qui a été pas mal en début de match, mais qui après a repris un peu ses travers, là, qui prend un peu des buts de loin. Voilà, un match un peu bizarre quand même dans son rythme. J'ai pas trouvé non plus j'ai pas senti Sabadell avec une grosse envie finalement de l'emporter, malgré quand même un match qui reste assez solide, sûrement déjoué par le plan de jeu de Marseille qui a joué un peu sur un faux rythme. Tu sais, Christophe, quand tu regardes le match aller, il repart de Marseille avec un -5 qui n'est... Alors, le -5, il y est, mais quand tu analyses bien quand même le match, c'est un -5, je dis pas bien payé, mais... ils ont été très souvent et très longtemps à la lutte. Donc, tu pars avec un -5 et t'entames le match par un 2-0. Donc, tu es à -7. Et là, quand même, même si le match est encore long, il reste du temps à jouer. Mais tu sais déjà que la qualif, elle s'envole à 85% au bout de 3-4 minutes. Donc, c'est compliqué. Et puis, c'est des matchs comme ça, des matchs aller-retour où, à un moment donné, tu sais que tu es éliminé, donc t'es moins vaillant quand même. Tu veux pas perdre chez toi, mais la qualif, elle s'envole. En face, tu as l'équipe qui joue plus rien parce qu'elle sait qu'elle est qualifiée, et puis l'autre qui joue plus rien non plus. Donc c'est compliqué ces matchs-là quand le sort de la qualif se joue déjà bien avant. Ouais, puis il y a eu 2 faits de jeu, 2 demandes de VAR. Une première, alors je sais plus si elle est accordée ou pas. Je crois pas qu'il y a les arbitres décident qu'il n'y a rien. Mais la deuxième, les entraîneurs marseillais sont vite montés vers l'arbitre pour demander la VAR en disant que c'était la 2e fois qu'il y avait un coup. Et donc Averka qui se prend donc penalty plus 4 minutes à 1 de moins parce que sur un mouvement, je crois sur Spajic d'ailleurs, du coup pénalise son équipe et
voilà, Marseille qui en a pas trop profité au début, et puis finalement, voilà, ils ont réussi à se sortir de ce match avec une égalisation et du coup une qualification pour les demi-finales, on l'a dit, contre Radniki. Averka qui avait déjà pris un rouge contre Hanovre en phase de poule de Champions League, qui prend un rouge là, qui n'est pas tout à fait anodin quand même, parce qu'il restait 4 minutes. Sabadell avait 2 buts d'avance. Il menait 13-11, donc tu te dis, on ne sait jamais, sur une petite fin de match un peu... Maintenant, avec ce bassin de 25 mètres qui multiplie les attaques, tu as plus de possession par période. Donc, sur une de fin de match un peu brouillonne ou un peu folle, tu es à +2, tu peux revenir à +3. Et puis, en fait, ce rouge, d'abord, Hugo Crouzilla transforme le penalty, donc tu reviens à 13-12. Ils ont quand même marqué un but par Famera sur le 14-12, mais c'est ce qui a permis à Marseille de revenir à 14-13, 14-14, et Averka a pénalisé son équipe là-dessus. Non, moi, je salue Marseille. Il a fallu quand même pour eux se remettre de l'échec de la Champions League, parce que c'est un échec quand même. Et écoute, les grandes équipes, c'est leur capacité justement à rebondir et à se remettre dans le droit chemin. Ils ont eu un tour précédent très piégeux contre Savone. Tu as beaucoup d'équipes qui auraient laissé des plumes et qui ne seraient pas passées contre Savone. Ils sont passés sans forcément jouer ultra bien, hein, on l'avait déjà dit. Et puis là, écoute, ils ont ce match contre Sabadell qu'ils ont très très bien négocié quand même au match aller, avec un score peut-être un petit peu flatteur, mais il fallait le faire. Et puis là, écoute, oui, comme tu l'as dit, en patron, je suis d'accord avec toi, l'expérience, ils décrochent ce petit 14-14 qui suffit à leur bonheur. Écoute, je pense que BVSC et Split sont contents quand même de ne pas les affronter en demi-finale. Je le répète, le vrai choc, ça sera contre Radniki, parce que Marseille est une équipe maintenant qui compte en Europe et que les équipes ne veulent pas forcément rencontrer. Donc, ce sera un vrai choc. Radniki, j'ai dit que Perlainovic retrouvera Marseille, Drazovic retrouvera Radniki. Il évolue à Radniki précédemment. Donc, ce sera des retrouvailles et puis un vrai gros match de polo avec une place en finale. Marseille dans une équipe française dans un dernier carré de Coupe d'Europe. Alors, il y a eu l'année dernière avec la présence de Marseille au Final Four, mais avec quand même, je ne veux pas être méchant, mais peu de chances quand même d'aller l'emporter, de décrocher la victoire finale. Alors que là, il y a une vraie chance d'aller chercher une Eurocup. Et une Eurocup, ce n'est pas une petite Coupe d'Europe, hein, c'est une Coupe d'Europe. Donc, il faut que toute la France du polo soit derrière le cercle pour aller chercher ce succès européen. Ouais, Radniki, qui est un peu... alors, je ne vais pas faire la comparaison à ce point-là, mais je dirais, ça me fait penser quand même un peu à Montpellier. J'allais le dire que ça. Ouais, parce que malgré la qualité de son effectif, des fois, ils sont capables de faire des matchs presque incompréhensibles, illisibles. On emploie souvent ce mot aussi, parce que ça joue pépère. Après, d'un coup, bof, tu les vois accélérer, ça reprend un peu d'avantage. Et des fois, ils se mettent tout seuls dedans, peut-être jouer trop facile. Donc, Marseille a véritablement ses chances. Bon, je pense qu'il faudra jouer à un autre rythme que contre ce match retour à Sabadell. Mais voilà, moi j'ai senti plutôt Marseille là pour pas perdre, pour pas prendre d'écart, plutôt que vraiment chercher faire le jeu. Bon, c'était pas le but, hein. Ils avaient cet avantage de 5 buts. C'était plutôt à Sabadell de faire le jeu. Mais voilà, Sabadell n'a pas fait trop de jeu par rapport à, effectivement, tu l'as souligné. Voilà, bon, j'ai trouvé un bon Vergara. Je connaissais pas trop ce joueur qui est apparemment brésilien. J'ai trouvé qu'il avait un bon petit shoot. C'était intéressant. Non, mais Marseille était... alors, c'est pas comme du football, hein, le water-polo, puisque de toute façon, au bout de 28 secondes, tu es obligé, si tu déclenches pas un tir, de rendre la balle à l'adversaire. Tu peux pas garder la balle 5 minutes, donc c'est compliqué d'être dans la gestion, même si effectivement tu l'es un peu, parce que tu dois préserver ton avantage de l'aller, et donc c'était un peu plus facile quand même dans la lecture de ton jeu, donc tu dois recoller, pas prendre la marée et tout ça. Mais je te rejoins sur Radniki, c'est une équipe, on a du mal à déterminer sa valeur, parce que, je le répète, hein, c'est une équipe qui a eu, 2024, c'est il y a 2 ans simplement, qui a eu, même si la Serbie était championne d'Europe en grande partie grâce à Mandic, qui n'évolue pas à Radniki, mais quand même, Jaksic, les deux Razovic, Randelovic, Dedovic, c'est des joueurs qui sont quand même des joueurs majeurs de l'équipe de Serbie. Et ouais, comme je te rejoins complètement,
ils ont des fulgurances et puis après, ils ont des scores. Là, ils gagnent 17-15 contre Kotor. Ils ont certainement été eux aussi dans la gestion. Mais maintenant que là, les choses sérieuses, j'allais dire, commencent pour eux, il faudra s'en méfier. Mais Marseille a les armes. Voilà, donc il faudra y aller sans complexe et Marseille a les armes pour faire mal. Il y a du shoot, il y a de la densité physique, il y a du banc. Donc Marseille a l'expérience. Marseille est une équipe qui compte en Europe et donc Ranicki devra grandement se méfier. Pour moi, c'est du 50-50 complètement sur cette double confrontation. On suivra ça, donc rendez-vous le 25 avril pour le match aller. Voilà. On est à la fin de cet épisode. Beaucoup de résultats. Si vous avez survécu à tout ça, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cet épisode et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine à vous. Merci, à bientôt. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.